On connaît tout ça, non? Le petit bruit de la sonnette et ce carton là sur le paillasson, avec le sourire dessus. C'est un côté un peu magique quand même. Tu cliques et hop, quelques heures après, c'est chez toi. Ah oui, c'est clair. Sauf que cette magie, elle a un coût. Et surtout derrière, il y a une mécanique, une complexité assez folle. C'est une machine invisible qui a complètement redéfini le commerce. Et c'est justement cette machine qu'on va essayer de démonter ensemble aujourd'hui. Voilà, c'est la question centrale en fait. Parce que bon, gratuit, on se doute bien que ça n'existe pas vraiment. Exactement. Cette vitesse, cette efficacité, tout ça, ça repose sur un moteur économique qui est complètement caché. Une sorte d'ingénierie stratégique que la plupart des gens ne voient absolument jamais. Alors on va plonger dans les rouages pour voir comment l'impossible devient notre quotidien. Et à l'origine de tout, il y a une idée. Une idée presque légendaire que Jeff Bezos aurait dessinée sur un coin de serviette en papier. C'est plus qu'un simple business model, c'est carrément une philosophie. Le flywheel, qu'on pourrait traduire par volant d'inertie. C'est vraiment le cœur du réacteur Amazon. La logique est brillante de simplicité. C'est une espèce de machine à croissance perpétuelle. Chaque élément de la boucle vient nourrir et renforcer le suivant. C'est exactement ça. Baisser les prix, même si ça veut dire perdre de l'argent au début, ce n'est pas une perte, c'est un investissement. Un investissement pour faire tourner ce volant encore plus vite. Et plus il tourne vite, plus il accumule d'énergie et plus il devient impossible à arrêter. En fait, tout ce qu'Amazon a construit depuis n'est qu'une amplification de cette idée de départ. Et pourtant, au début, il faut se rappeler que personne n'y croyait vraiment. Wall Street était hyper sceptique. Quand ils entrent en bourse en 97, ils le disent cash aux investisseurs, n'espérez pas faire de profit avec nous avant des années. Ils perdaient de l'argent, c'est vrai, mais le volant, lui, il commençait déjà à tourner. Et c'est ça qui leur a permis de survivre au crash de la bulle Internet, là où des centaines de boîtes ont tout simplement disparu. Ce premier petit bénéfice en 2001, c'était rien, 5 millions de dollars. Mais symboliquement, c'était une validation énorme. Ça prouvait au monde entier que la machine fonctionnait, que le pari était en train d'être gagné. Donc, une fois que l'idée, la machine conceptuelle est en place, il faut la construire dans le monde réel. Et c'est là qu'Amazon a créé son avantage le plus écrasant, totalement. Pour eux, la logistique, ce n'est pas juste un service, c'est une arme, une véritable forteresse qui les rend presque intouchables par la concurrence. L'échelle est difficile à se représenter. On parle de plus de 1000 entrepôts, centres de tri, stations de livraison, partout dans le monde. Ce n'est même plus un réseau en fait. C'est une infrastructure privée qui est à l'échelle de celle de certains pays. Chaque entrepôt est un maillon d'une toile mondiale qui n'est obsédé que par une seule chose, la vitesse. Au début, ils dépendaient des autres, comme UPS ou FedEx. Mais ça, pour eux, c'était une faiblesse. Bien sûr, si tu veux maîtriser le flywheel de A à Z, tu dois maîtriser le fameux dernier kilomètre. C'est le moment le plus critique de l'expérience client. Alors ils ont tout simplement bâti leur propre armée. Des avions, des milliers de camions et même des armées de livreurs indépendants. Ils ne contrôlent pas seulement le clic, ils contrôlent tout le voyage du carton jusqu'à ta porte. Et là, on touche au coup de génie stratégique absolu, le service, expédié par Amazon ou FBA. En théorie, pour un vendeur sur la plateforme, c'est une option. Sauf qu'en pratique, c'est totalement indispensable. Et la clé, elle est là. Sans le petit badge Prime sur ton produit, t'es quasiment invisible. Et pour avoir ce badge, eh bien tu dois confier tout ton stock et toute ta logistique à Amazon. Résultat, des millions de vendeurs sont devenus complètement dépendants de leur système. C'est ce qu'on appelle un monopole de fait. Il n'est pas construit par la loi, il est construit par une efficacité qui est devenue tout simplement impossible à contourner. D'accord, donc la logistique c'est la forteresse. Mais il faut bien financer tout ça. Et le trésor de guerre qui permet de payer pour cette forteresse, il ne vient pas du tout de là où on pourrait le croire. Non, pas du tout. On va maintenant s'attaquer au secret le mieux gardé d'Amazon, qui est de très très loin la partie la plus rentable de tout l'empire. C'est un paradoxe qui est assez fascinant quand on y pense. L'activité qui, pour le grand public, définit Amazon, la vente en ligne, n'est absolument pas son vrai moteur financier. Le véritable cœur économique de la boîte, c'est une division qui a été lancée discrètement en 2006. Un service que des millions de gens utilisent tous les jours, souvent sans même le savoir, Amazon Web Services, AWS. Alors là, il faut bien regarder ces deux graphiques parce que c'est vraiment ici que tout s'explique. À gauche, les revenus. On voit bien que le e-commerce, la vente de produits, c'est la quasi-totalité du chiffre d'affaires. C'est la partie émergée de l'iceberg. Mais c'est le graphique de droite, celui des profits, qui est le plus dingue. Là, la situation est complètement inversée. La quasi-totalité du profit opérationnel de l'entreprise vient d'une seule et même division, AWS. Il faut se rendre compte, Netflix, Airbnb, une bonne partie du CAC 40, des gouvernements, des banques, des pans entiers de notre économie numérique tournent sur les serveurs d'Amazon. Et la raison est toute simple. Elle est résumée dans ce tableau. D'un côté, on a le commerce de détail. Il faut acheter des produits, les stocker, les transporter. C'est un business avec des marges minuscules, parfois même négatives. Et de l'autre, on a le cloud. Là, on ne vend pas d'objets, on loue de la puissance de calcul et du stockage. C'est un service 100% dématérialisé avec des marges qui sont, elles, absolument colossales.
Et voilà, on y est. Le point crucial, c'est que les profits gigantesques générés par le cloud viennent subventionner directement la guerre des prix et la livraison soi-disant gratuite. Autrement dit, le paquet de café qu'on reçoit en 24 heures est en réalité payé par les bénéfices du serveur qui héberge une start-up à l'autre bout de la planète. C'est ça la clé de voûte de tout le système. AWS, ce n'est pas juste une autre division à côté du reste, c'est le moteur stratégique, c'est le trésor de guerre. Ce trésor leur permet de fonctionner avec une logique économique qu'aucun autre commerçant ne peut suivre. Ils peuvent se permettre de perdre de l'argent pendant des années sur le retail juste pour écraser la concurrence, parce qu'ils savent que la machine à cash du cloud tourne à plein régime derrière. C'est leur avantage injuste, et il est quasiment impossible à copier. Donc on récapitule, le volant d'inertie tourne à plein régime, la forteresse logistique est imprenable et AWS finance l'ensemble. On pourrait se dire qu'ils vont s'arrêter là, mais non, jamais. Amazon ne s'arrête jamais. Une nouvelle arme, tout aussi redoutable, est en train de monter en puissance et de menacer les géants bien établis d'un autre secteur. Sans que grand monde ne s'en aperçoive, Amazon est devenu le 3e plus grand acteur de la pub en ligne, juste derrière le duo historique Google-Meta. Et sa croissance est explosive. Et la raison est très simple, ils ont un avantage que personne d'autre n'a. C'est toute la différence. Elle est là. Google, c'est ce qui nous intéresse. Meta, c'est qui sont nos amis. Mais Amazon, c'est ce qu'on achète. Et surtout, ils savent ce qu'on s'apprête à acheter. Leur publicité ne se base pas sur des intentions de recherche, mais sur des comportements d'achat réels et concrets. C'est une donnée d'une puissance absolument phénoménale. Quand une marque paie pour une pub sur Amazon, elle ne paie pas pour un clic vague. Elle paie pour toucher quelqu'un qui est déjà en mode achat, la carte de crédit quasiment à la main. Ce qui en fait une menace directe, presque existentielle pour le modèle de Google, qui lui est basé sur l'étape d'avant, la recherche d'informations. Évidemment, une telle puissance, une telle capacité à disrupter des marchés entiers, ça ne se fait pas sans créer de friction, sans controverse. Non, le modèle Amazon, aussi efficace soit-il, a un coût social, économique, qui est au cœur de très très nombreux débats aujourd'hui. La liste des critiques est longue et elle est très bien documentée. On pense tout de suite aux conditions de travail dans les entrepôts, où des employés sont traqués à la seconde par des algorithmes qui mesurent leur productivité. On pense aussi à la destruction de millions de produits neufs invendus, juste parce que ça coûte moins cher de les jeter que de les stocker. Et puis bien sûr, il y a l'impact dévastateur sur le petit commerce. Ce sont un peu les externalités négatives de cette machine à efficacité pure. Et ce contraste est assez saisissant. D'un côté, on a le slogan officiel de l'entreprise « Travaillez dur, amusez-vous, écrivez l'histoire ». Et de l'autre, on a les enquêtes de terrain qui décrivent une réalité bien plus crue. Le terme « Amabot », la contraction d'Amazon et de robots, est parfois utilisé pour décrire les employés les plus performants, et des systèmes automatisés peuvent générer des avis de licenciement si les quotas ne sont pas atteints. Ce sont deux visions du monde qui semblent cohabiter assez difficilement. La machine semble vraiment inarrêtable. Après avoir redéfini le commerce, le cloud est en train de redéfinir la publicité. Il regarde déjà ailleurs, la santé, les voitures autonomes, l'Internet par satellite. Ce qui nous amène à la vraie question finalement. La question n'est plus qu'est-ce qu'Amazon vend, mais plutôt qu'est-ce qu'Amazon ne vendra pas. Quelle partie de l'économie n'est pas à terme sur la trajectoire de ce volant d'inertie? La réponse, pour l'instant, reste totalement ouverte.